Bien, parlons du diagnostic de la langue qui va nous permettre d'ajuster tous nos traitements. Donc il est bon en diététothérapie évidemment d'ajuster son régime alimentaire en fonction du cycle des saisons, mais il est plus judicieux et plus pertinent de l'ajuster surtout à l'état énergétique du patient. Le garde-fou qui nous permet d'assurer le traitement, les prescriptions de plantes ou d'aliments à l'état énergétique du patient, c'est tout de même le diagnostic de la langue. Alors, c'est une méthode très ancienne en Chine. On la retrouverait sur des diagouen, sur des inscriptions sur carapaces de tortues, il y a plus de 3000 ans. Mais on en fait un usage systématique. Alors évidemment on en trouve trace dans le Neijing, dans le livre fondateur de la médecine chinoise, mais on en fait un usage vraiment systématique depuis la dynastie Ming. C'est sous les Ming et sous les Qing que le diagnostic de la langue a vraiment été systématisé d'une manière qui est encore celle des médecins d'aujourd'hui en Chine. La dynastie Ming, ça commence à la fin du XIVe siècle, après Jésus-Christ bien sûr. Voilà. Alors aujourd'hui c'est une méthode très importante. Je veux dire que si on avait en plus de la demande du patient qu'une chose à vérifier, c'est bien l'état de la langue et ajuster son diagnostic sur ce que dit la langue. En Chine, je le dis à titre informatif, on ne fait parfois que ça, c'est-à-dire vérifier la langue. Quand on a 50 ou 60 patients à traiter dans la matinée et qu'on a en gros que 3 ou 4 minutes par patient, eh bien la seule chose qu'on fait, c'est de vérifier la langue. Évidemment, on demande au patient comment il va, si son état s'est amélioré ou dégradé par rapport à la précédente prescription qu'on lui a donnée, et puis on se sert, je remploie ce mot volontairement pour insister là-dessus, on se sert du diagnostic de la langue comme garde-fou. Donc c'est vraiment très important. Plus sûr et tout de même plus facile à utiliser que le pouls. L'observation de la langue prend place dans les 4 temps du diagnostic. Rappelons-le de façon scolaire pour tous ceux qui bachotent en vue du diplôme national. Les 4 temps, c'est la palpation, l'observation, l'audio-olfaction et l'interrogatoire. Au cœur du temps qu'on appelle temps de l'observation, il y a évidemment l'observation de la langue. Il n'y a pas que ça, mais il y a cette observation de la langue. Voilà. Cela dit, pour resituer cette question de l'observation de la langue dans les 4 temps que tous les étudiants en MTC doivent connaître. Qu'est-ce qu'on observe quand on observe la langue? Trop souvent, les élèves répondent simplement, eh bien, on observe la langue elle-même et puis son enduit. Soyons scolaires jusqu'au bout, c'est aussi un petit peu le propos de ces vidéos. On observe non pas seulement 2 choses, mais 5. Les 5 critères d'observation de la langue, c'est la forme de la langue, la couleur de la langue, du corps de la langue. On va observer aussi l'enduit. On va observer l'humidité et on va
observer aussi l'éclat de la langue. Voilà les 5 critères sur lesquels il faut être particulièrement attentif. Alors je n'ai pas pour objectif dans cette vidéo de faire un cours approfondi, précis, détaillé sur le diagnostic de la langue. Je voudrais simplement, pour le grand public ou les débutants, donner quelques généralités basiques. Quand on observe le corps de la langue, on observe sa forme et sa couleur. Pour sa forme, il y a toute une liste de qualificatifs. Je ne peux pas les énumérer tous pour la raison que je viens de donner, ça dépasserait de beaucoup le cadre d'une vidéo d'introduction et d'initiation. Mais je vais prendre simplement 2 exemples que je vais illustrer par l'insertion d'une petite photo que j'intègre à cette vidéo. La langue indentée. Une langue indentée, c'est une langue qui porte l'empreinte des dents. Une forme de langue relativement fréquente qui signe un vide de rate. La deuxième forme de langue que je peux vous proposer, c'est la langue déviée, qui marque l'installation à l'intérieur du corps d'un pervers de type vent. Voilà, si vous voulez approfondir cette question des formes de la langue, je vous conseille ou de venir vous inscrire aux formations Linergie, ou bien simplement de lire le précis de médecine chinoise d'Éric Marié aux éditions d'Angle qui figure dans la bibliographie de l'école Linergie et que je noterai, que j'inscrirai dans le descriptif qui se trouve en dessous de cette vidéo. Deuxièmement, quand on observe le corps de la langue, on observe aussi sa couleur. Il y a, disons, 2 types de couleurs principales. La langue pâle, qui est toujours un signe de vide ou de froid, et la langue rouge, qui indique plutôt la présence de chaleur. Évidemment, il pourra y avoir des reflets bleus, bleuâtres, rouge à rougeâtre, qui vont indiquer la stagnation de sang, plus ou moins marquée. Soyez un petit peu attentifs à ces nuances de bleu, spécialement chez les patients d'un certain âge ou quand un patient se plaint d'une pathologie chronique. Il n'est pas rare qu'il y ait ce reflet bleu et ça signe une stagnation de sang qu'il faudra prendre en considération dans le traitement en ajoutant dans l'alimentation, dans la pharmacopée, des produits qui vont faire circuler le sang. Dans l'alimentation, tout simplement, au quotidien, c'est le gingembre, cette épice piquante qui va aider à faire circuler l'énergie et aussi le sang. En ce qui concerne l'enduit, il y a, disons, 2 ou 3 grands types d'enduit. D'abord, on observe la couleur. Il y a des enduits qui vont plutôt vers le jaune. Et là,
ça signe toujours une présence de chaleur à l'intérieur du corps. Il y a au contraire des enduits qui sont plus blancs, qui vont vers le blanc. L'enduit peut être fin ou épais. Je vous propose dans cette vidéo de vous faire voir tout de suite un enduit blanc, relativement épais. On dit sabural. Mais l'enduit peut disparaître, il peut disparaître partiellement et former une espèce de carte géographique sur la langue. Et cet enduit en carte géographique est la première étape d'un vide de yin, de l'estomac ou des reins. L'enduit peut disparaître complètement. Je vous propose de regarder cette langue dont l'enduit a complètement disparu, signe d'un vide de yin un peu plus avancé. Bien, il faudra regarder sur la langue les signes qui se manifestent aux différents étages. La langue peut se découper en 3 parties, en 3 tiers. Quand on observe les signes, fissures, taches qui se manifestent sur la langue, ou l'enduit, présence ou absence d'enduit, on observe la langue dans sa globalité d'abord, et puis on l'observe aussi par partie. La partie antérieure de la langue, celle qui est la plus proche des dents, le tiers antérieur, concerne le réchauffeur supérieur, c'est-à-dire le poumon et le cœur. Le tiers moyen concerne la rate et l'estomac. Le tiers inférieur, celui qui est le plus au fond, c'est les intestins et les reins. Les côtés concernent le foie et la vésicule biliaire. Donc on sera aussi attentif dans l'observation du corps de la langue, dans l'observation de la répartition de l'enduit ou de tous les signes qui pourraient se manifester tels que des fissures ou des taches échymotiques. On fera attention à la localisation qui va nous permettre d'obtenir des renseignements importants sur les organes concernés. Ensuite, on observera l'humidité. L'humidité de la langue, c'est-à-dire son insalivation. Il y a des langues très humides, il y a des langues qui sont au contraire sèches. Évidemment, vous comprenez que cette humidité, cette insalivation globale de la langue nous donne des renseignements précieux sur l'état des liquides à l'intérieur du corps. Et pour finir, le 5e critère, c'est l'éclat. Cet éclat de la langue est relativement important pour se faire une idée du pronostic. Quand on a affaire à ce qu'on appelle une langue vieille, eh bien, ce n'est pas tout à fait la même chose, quelle que soit la gravité ou l'insignifiance de la pathologie par ailleurs. Ce n'est pas la même chose que si on a une langue qui a un bel éclat, qui dégage une certaine lumière. Évidemment, le pronostic n'est pas le même. Donc l'éclat de la langue nous intéresse
essentiellement, surtout pour le pronostic. Voilà, c'était une petite vidéo d'introduction. Je n'ai pas la prétention d'avoir été exhaustif, loin de là. Il s'agissait juste de vous donner quelques repères en précisant, en rappelant l'importance de cette notion de temps, les 4 temps, et de rappeler quels sont les 5 critères, ni 1, ni 2, ni 3, mais bien 5 critères qu'il est important d'avoir à l'esprit, sur lesquels on va devoir mettre des mots pour aider à la précision, à la finalisation du diagnostic en MTC.